C'est l'un des cas les plus déroutants à sortir des Philippines, en raison des divers revirements et de l'opinion publique divisée. Il est maintenant considéré comme réglé, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'était un lundi matin typique dans la ville de Mohon Barangay Tissa à Cebu City. La journée a débuté normalement avec l'agitation habituelle des navetteurs. Vers 7 heures, quelque chose d'inhabituel a attiré l'attention de plusieurs témoins. Une grande boîte en carton jetée de manière ostensible le long de la route. Un agent de sécurité d'un lotissement privé voisin a repéré la boîte. Au début, il l'a ignorée, supposant qu'elle était simplement tombée d'un coursier ou d'un camion de livraison. D'autres passants ont remarqué une mauvaise odeur émanant de la boîte, avec des mouches qui la tournaient autour. Pourtant, personne n'est intervenu. À 13 heures, un balayeur de rue en service a déplacé la boîte loin de la route. Cependant, c'était trop lourd pour qu'il puisse le porter seul. Il a demandé de l'aide aux tanades de barangay locaux, les gardiens de la paix du village. Alors qu'ils tentèrent de soulever la boîte, son rabat s'est soudainement ouvert et à leur horreur, un bras en est sorti. Le balayeur de rue et le tanade se sont rués vers la salle de barangay, bouleversés par ce qu'ils venaient de voir. Le capitaine Ringo Pakana a immédiatement transmis la découverte alarmante au poste de police de Labangon. La police est arrivée et a confirmé la pire crainte de tous. La boîte contenait un cadavre. Ce qui avait été pris pour des déchets jetés étaient en fait les restes d'une femme. À 14 heures, les enquêteurs examinaient minutieusement la scène. Le corps était dans un état horrible. La femme avait les membres liés avec des câbles en aluminium et était enveloppée dans une couverture blanche. Son visage semblait avoir été écrasé et brûlé, peut-être avec des câbles. Son corps présentait des ecchymoses à divers endroits qui pourraient cependant être des modifications post-mortem. Malgré l'examen minutieux, son identité est restée un mystère. Tout ce qu'ils pouvent déterminer, c'est qu'elle avait des cheveux blond teints, portait un pull noir et un short noir, et ses ongles étaient manucurés. Ces détails suggéraient qu'elle n'était peut-être pas une résidente locale de Tisa, mais une visiteuse. Qui était cette femme? Comment s'est-elle retrouvée ici, jetée comme un déchet? C'étaient les questions qui hantaient chez les enquêteurs alors qu'ils commençaient à assembler le tragique puzzle. Le jour après la macabre découverte, le 18 juillet 2023, une avancée dans l'affaire a émergé. Les autorités ont lié la description de la femme identifiée à un récent signalement de disparition. La victime soupçonnée était 19 ans, originaire de Panebo à Davao del Norte. Riamé séjournait à Mando City, ayant atterri à Cebu le 11 juin à la recherche d'opportunités d'emploi. Certaines sources affirment qu'elle est arrivée le 14 juin, mais quelle que soit la date exacte, elle était à Cebu depuis plus d'un mois. Les enquêteurs ont contacté l'entourage de Riamé pour identification et localisation. Ils ont confirmé la présence de sphères. Le corps était bien celui de Riamé. Ses shorts noirs favoris et son collier distinctif l'ont confirmé. Ajoutant à l'incertitude, les proches ont reconnu les vêtements que Riamé portait la dernière fois qu'elle a été vue. Ils ont également noté que son smartphone et son portefeuille manquaient. Dans le but de retracer ses pas, la police a commencé à rassembler des images de vidéosurveillance des endroits où Riamé a été vue vivante pour la dernière fois, y compris des lieux à Mando City où elle séjournait. Les enquêteurs ont étendu leurs recherches aux auberges, soupçonnant que la couverture blanche enveloppant la victime pourrait provenir de l'un de ces lieux. Chaque élément de preuve les rapprochait un peu plus de la compréhension de ce qui est arrivé à Ria Meitakmo. Mais d'abord, qui était-elle? Ria Meitakmo était une jeune femme de 19 ans originaire de Davao del Norte. Sa famille et ses proches la décrivent comme une personne gentille, obéissante et qui donne toujours la priorité à la famille. Malgré son éducation dans une famille brisée, Ria était connue pour sa nature prévenante et son désir d'aider les autres. Elle était très aimée de ses parents et de ses deux sœurs, qui la chérissaient en tant que la plus jeune de la famille. Son père, Romeo Takmo, a souligné sa douceur et son obéissance, mettant en avant son dévouement en tant qu'étudiante et sa détermination à obtenir son diplôme universitaire pour soutenir sa famille. Ria vivait avec leur sœur aînée, Roshi, à Panabo City pendant qu'elle fréquentait l'université. Roshi, qui possédait une entreprise, soutenait financièrement Ria et appréciait son aide pour s'occuper de sa nièce. La tante de Ria à Sibongo, Cebu, se souvenait d'elle comme d'une fille aimante sans ennemis. Au départ, Ria a étudié la criminologie avec le rêve de devenir officier de police.
Cependant, elle a ensuite envisagé de se tourner vers le tourisme avant de finalement décider d'abandonner totalement ses études pour travailler et contribuer aux finances de sa famille. Malgré les doutes de Roshi, la détermination de Ria a convaincu sa sœur d'arrêter l'école pour commencer à travailler. Ria s'est rendue seule à Cebu pour une opportunité d'emploi avec son ami Jewel Smith. De manière inattendue, elle n'a pas prévenu sa famille qui pensait qu'elle était encore à Davao. Ria a passé plusieurs jours à la maison du personnel de l'établissement avant de déménager dans une pension de famille à Berge-Eluc, Mondo City, avec Smith. Ria avait commencé à travailler dans un bar-restaurant à Mundo City dès son arrivée à Cebu. Sa famille ignorait où elle se trouvait. Ils ont été choqués de la découvrir à Cebu. Ria a appelé sa sœur et a demandé de l'aide pour réserver un billet pour Davao afin d'assister au baptême d'un ami le 21 juillet. Roshi a supposé que sa sœur a peut-être choisi de ne pas les informer de son départ pour Cebu par peur qu'on ne lui permette pas de le faire. Ria a rassuré sa famille qu'elle allait bien à Cebu. Tragiquement, ce serait la dernière assurance qu'il recevrait. 16 juillet 2023. Plusieurs sources, y compris l'ami de Ria, Jewel Smith, et un vendeur d'un stand de nourriture locale près de sa pension à Bergeloc, ville de Mondao, ont rapporté qu'ils ont vu Ria May pour la dernière fois ce jour fatidique du 16 juillet. La police a examiné les images de vidéosurveillance de la zone et des semaines après la mort de Ria May, des images cruciales ont fait surface. Liste. Il montre Ria montant sur une moto jaune, quittant sa pension. Le conducteur ? Un homme portant une chemise orange. Les enquêteurs sont maintenant à la recherche du conducteur de la moto, la dernière personne connue à avoir vu Ria vivante. Ils croient qu'il y a une possibilité sinistre qu'après avoir parcouru quelques mètres, Ria a été transférée de force à un autre véhicule par ses agresseurs. Le trajet de cette moto est clé. Il s'est dirigé vers la ville de Cebu sur la route de Panang Date à Barangay Mabolo, puis a continué vers la rue Escario. Malheureusement, identifier le conducteur reste un défi. Son visage était obscurci par un casque, mais ses images ont été remises à l'unité régionale anti-cybercriminalité pour amélioration. Dans la phase initiale de l'enquête, la police avait de sombres soupçons. Ils pensèrent que le visage de Ria avait été brûlé à l'eau chaude ou à l'acide. Un examen plus poussé a montré des hématomes aux poignets et jambes et une plaie par arme blanche au flanc. L'autopsie a conclu que la cause du décès était la strangulation. Son visage n'était pas brûlé, c'était dû à la décomposition. Des développements significatifs ont eu lieu le 27 juillet 2023, 10 jours après que Ria a été vue vivante pour la dernière fois. Le téléphone portable égaré de Ria May a été retrouvé. Un homme l'a remis au poste de police de Labangon, affirmant qu'il l'avait acheté à un autre près du marché public de Carbone. Vérifiant l'appareil, il a trouvé des photos de Ria May, une victime retrouvée dans une boîte abandonnée, et un burki Tissa. Il a aussitôt prévenu les autorités. Cette découverte a eu lieu seulement 2 jours après qu'il a acheté le téléphone. Heureusement, les images de la télévision en circuit fermé près du marché Carbone ont capturé l'homme qui a vendu le téléphone mobile de Ria. Il portait un t-shirt de couleur orange, un détail qui l'a relié à l'enquête initiale. Cet homme a été identifié comme une personne d'intérêt dans l'affaire. L'image de Ria May Takumo, 19 ans contenant des informations cruciales, a été publiée par la police de Cebu. Selon la police, un suspect a tenté sans succès de déverrouiller le téléphone de Takmo. Incapable de contourner la sécurité, il a choisi de le vendre pour 1700 pesos. La police appelle le public à aider à identifier et localiser cette personne recherchée. Dans le cadre de leur enquête en cours, ils recherchent toujours le conducteur de la moto que nous avons avorté le 16 juillet, le même jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. Le 29 juillet, par pure coïncidence, des officiers du commissariat de police de Guadalupe ont arrêté Siméon Gabuturo Jr., un ouvrier du bâtiment de 22 ans, pour possession dangereuse d'une arme à feu à Guadalupe, Cebu City. Peu après, la police a reconnu Gabuturo comme l'homme sur la photo diffusée par le bureau de police de Cebu City, précédemment identifié comme une personne d'intérêt dans l'affaire Takmo. Cependant, Gabuturo a insisté sur son innocence, affirmant qu'il n'était pas le meurtrier du jeune homme de 19 ans. Dans une interview avec Content Delivery Network Digital, Gabuturo a affirmé ne pas connaître la victime. Lors de son arrestation, il a avoué avoir vendu le portable de Ria May.
Gabutero a prétendu qu'il suivait simplement les instructions de son voisin, qui vivait dans le même quartier à Guadalupe. Gabutero a déclaré que Gabisson lui avait donné le téléphone portable de Tacmo le 16 juillet, lui demandant de le déverrouiller ou de le vendre. Il a réussi à vendre le téléphone pour 1700 pesos, remettant l'argent à Gabutera qui lui a donné 500 pesos comme promis. Gabutera a affirmé qu'il n'avait aucune idée que le téléphone appartenait à une possible victime de meurtre et que Gabutera lui avait ordonné de garder la propriété du téléphone secrète. Lorsque Gabutera a réalisé que la police le recherchait, il a choisi de ne pas se rendre par peur d'être impliqué dans le crime. Lors de sa confession, Gabutero a révélé un détail troublant. Il avait vu Gabisson prétendument se disputer et essayer d'étrangler la victime. Il avait été témoin de cette altercation près d'une école primaire à Barranca, Guadalupe, Cebu City, un jour avant que le corps de Riem ne soit retrouvé emballé dans un carton et jeté au bord de la route. Le jeune Gabutero, âgé de 22 ans, avait un passé criminel pour avoir participé à un audacieux vol en plein jour à Toledo City en juin dernier. Aux côtés d'un autre suspect, non nommé, Gabutero aurait volé une femme d'affaires chez elle à Sitio Abad. Ils ont emporté 8000 pesos en espèces et des objets de valeur dont des bijoux et des gadgets d'une valeur de plus de 150 000 pesos. Des accusations de vol ont été portées contre Gabutero le 7 juillet, soit environ 10 jours avant qu'il ne soit apparemment impliqué dans la mort tragique de Riamey Takuma. Le 30 juillet, pour vérifier les affirmations de Gabatero, la police a retrouvé Gabatero Gabizon, qui a été arrêté pour une accusation sans rapport de possession illégale de drogue. Lors de son interrogatoire, Gabisson a fermement nié les accusations de Gabatero. Il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais connu, signifié ou rencontré Gabatero ou la victime, Riamey. Dans le cadre de l'enquête minutieuse, la police a effectué des tests acides désoxyribonucléiques pour Gabatero et Gabisson le 4 août. Cette expertise médico-légale était cruciale pour examiner toute connexion possible entre les suspects et les preuves trouvées sur les lieux du crime. Les autorités ne laissent aucune pierre non retournée dans leur quête de justice pour Riamey. Malgré les arrestations et l'enquête en cours, la police continue d'appeler le public. Ils exhortent toute personne ayant des informations sur ce qui est arrivé à Riamey et qui pourrait être responsable de sa mort à se manifester. Pendant ce temps, il y a une inquiétude parmi le public concernant l'identification rapide et l'arrestation des suspects. Un article écrit le 1er août exprimait des soupçons quant à la rapidité avec laquelle les auteurs ont été trouvés, suggérant qu'il pourrait y avoir plus de complexité dans cette affaire qu'il n'y paraît initialement. Le 5 août, alors que les résultats du test acide désoxyribonucléique étaient encore en attente, plusieurs individus prétendant avoir des informations sur le meurtre atroce ont fait surface, provoquant une vague de spéculation sur les réseaux sociaux. Parmi les nouvelles voix, il y avait un chauffeur de taxi qui, lors d'une interview avec une station de radio locale, a raconté une rencontre avec des passagers transportant une grande boîte vide le 17 juillet, le même jour où le corps de Riamey a été trouvé à Burkitiza. Selon le chauffeur de taxi, l'un des passagers était une petite femme avec divers tatouages et elle portait une grande boîte vide. Elle était avec un homme d'apparence étrangère. Le couple avait pris son taxi à la rue B. Rodriguez et se dirigeait vers un condominium à Bergy-Labangon. La description du chauffeur de taxi semblait impliquer Jewel Smith, l'une des amies les plus proches de Riamey. Le 7 août, une Jewel Smith, visiblement bouleversée, s'est rendue au poste de police de la ville de Cebu pour blanchir son nom. Smith a affirmé son innocence, déclarant qu'elle n'avait pas quitté sa pension de famille à Bergilok, Mando City, depuis qu'elle avait quitté son travail dans un bar à Es Fortuna le 16 juillet. Le 17 juillet dernier, j'étais juste enfermé. Mes voisins pourraient en témoigner. Je n'aime vraiment pas sortir, a affirmé Smith. Elle a également nié être sur la rue B. Rodriguez ou à Bergy-Labangon le 17 juillet. Smith a réaffirmé avoir vu Riamey pour la dernière fois le 16 juillet comme elle l'avait déclaré auparavant. Depuis l'interview du chauffeur de taxi, Jewel et sa famille ont été soumises à la haine, aux préjugés et aux accusations infondées sur les réseaux sociaux. La diffusion non autorisée de ces photos en ligne a aggravé sa détresse. En réponse à ces développements, la police exhorte les individus ayant des informations sur l'affaire à se présenter directement à eux plutôt que de se tourner vers les réseaux sociaux. Smith envisage également de porter plainte contre le chauffeur de taxi pour propagation de mensonges et stress inutile causé à elle et à sa famille. Quand Riamey n'est pas rentré à sa pension le jour suivant, Smith a signalé sa disparition à la police.
Alors que la police continue d'enquêter, elle a pris en compte les déclarations du chauffeur de taxi et de Smith. Cependant, il reste concentré sur Gabutero et Gavison comme leurs principaux suspects, écartant Smith et reconnaissant sa coopération avec leurs enquêtes. Le 10 août, Simeon Gabatero Jr., un ouvrier du bâtiment, a finalement avoué être l'auteur du crime. Le colonel de police Araneo Dalagdag du bureau de police de la ville de Cebu a annoncé lors d'une conférence de presse que des accusations de meurtre seraient portées contre Gabatero. Cette confession est survenue après que les résultats des tests acide désoxyribonucléique ont montré que les échantillons sous les ongles de Ria May correspondaient à l'acide désoxyribonucléique de Gabatera. Gabatera a avoué avoir tué Ria May lorsqu'elle a visité sa pension de famille à Barangay, Guadalupe, tôt le matin du 16 juillet. Il a affirmé que Ria May, rencontrée sur Facebook, était sa petite amie. Ils étaient en relation à distance depuis le 5 décembre de l'année précédente, mais ne s'étaient jamais rencontrés en personne jusqu'à ce jour. Le 16 juillet, ils ont convenu de se rencontrer pour la première fois à la pension de Gabutera vers 6 heures du matin. Gabutera a dit qu'il était devenu furieux lorsqu'il a découvert que Ria May avait créé plusieurs comptes Facebook et avait reçu des messages d'autres hommes. Sa jalousie et sa colère ont débordé, surtout compte tenu de l'argent qu'il lui envoyait de ses maigres revenus. Gabutera, qui gagnait 400 pesos par jour en tant qu'ouvrier du bâtiment, envoyait de l'argent à Ria depuis qu'ils étaient devenus un couple. Sa frustration a grandi en trouvant de la drogue dans le sac de Ria, sentant que son argent durement gagné était gaspillé. Cependant, pour Gabutero, lorsqu'il a confronté Ria May, elle a ri de son emportement, ce qui l'a encore plus furieux. Dans un accès de rage, il a serré son cou. Ria n'a pas crié, mais s'est simplement accroché à sa main dans une tentative de résistance. Jewel Smith, l'ami de Ria, a mentionné que Ria avait bu avant l'incident, ce qui expliquait son incapacité à résister pleinement à l'attaque. Gabutero a également exprimé sa colère que Ria ne l'ait pas informé de son arrivée à Cebu. Après avoir réalisé qu'elle était morte, il l'a enveloppée dans une couverture, l'a attachée avec des morceaux de jarretière et de lacets et l'a placée à l'intérieur d'une boîte en carton. Avec l'aide d'une autre personne, il a transporté son corps sur sa moto et l'a jeté dans une zone envahie par la végétation à Barangay Teza. Gabutera a nié avoir brûlé le visage de Ria May, un détail que l'officier médico-légal a expliqué pourrait être dû à la décomposition car elle était morte depuis plus de 24 heures. Désespéré et rempli de regrets, Gabutera a dit à la police qu'il était prêt à affronter les conséquences. Sa confession détaillée dans une déclaration extrajudiciaire signée le 10 août a également révélé une tentative de faire porter le chapeau à son voisin Raboto Gabisson en raison d'un différend passé. La police a confirmé qu'aucune preuve ne liait Gabisson à la mort de Ria May et l'aveu de Gaborto l'a disculpé de toute implication. De même, aucune preuve n'impliquait Jewel Smith. Des divergences dans les déclarations du chauffeur de taxi, comme le timing et la description de la boîte, l'ont davantage disculpé. Gaborto, dans sa confession, a admis avoir tué Ria dans sa pension de famille vers 6 heures du matin. De plus, des images de vidéosurveillance ont montré Gaburto tentant de se débarrasser du corps de Ria vers 22 heures ce jour-là. Les images le montrent transportant la boîte contenant son corps sur une moto. Cependant, Gaburto est resté muet sur l'identité du passager qui était avec lui à ce moment-là. Malgré l'aveu et les preuves accablantes, la famille de Ria May a été choquée et insatisfaite du résultat. Ils étaient fermement convaincus que Ria n'était pas en couple et que l'aveu ternissait sa réputation, ajoutant l'insulte à leur chagrin. La famille de Ria a demandé une enquête parallèle sur son meurtre brutal. Ils remettent en question la crédibilité de l'aveu de Gaburto, déclarant « Nous ne pouvons accepter leur enquête car au lieu de nous aider à atteindre la justice, il semble qu'ils aient ajouté à notre tristesse. L'enquête de la police ajoute l'insulte à notre blessure. » La famille a jugé que les allégations de Gaborto dans sa confession extrajudiciaire n'ont pas été rigoureusement vérifiées. Ils ont critiqué la police pour ne pas avoir vérifié les affirmations selon lesquelles Gaborto et Ria May se connaissaient depuis décembre 2022 ou qu'ils lui avaient envoyé de l'argent par Gcash. La famille lui a montré de la méfiance envers l'enquête et a examiné publiquement l'affaire. Lors d'une conférence de presse le 11 août, le maire de police Angelito Valassar, chef du poste de police de Labongan, a répondu aux préoccupations soulevées par la famille de Ria May. Il les a exhortés à se rendre au poste de police pour examiner les preuves qu'ils possèdent.
Valassar a exprimé son respect pour les inquiétudes de la famille et a souligné l'importance de la transparence dans l'enquête. Pendant ce temps, un développement significatif s'est produit lorsque le chauffeur de taxi moto qui a transporté Riameh de Barangay Guadalupe à Barangay Loc dans la ville de Mondoan s'est manifesté. Marjun Karel, un résident de la ville de Lapu-Lapu, s'est présenté au poste de police de Labanguin le 11 août pour blanchir son nom. Karel a déclaré qu'il avait récemment réalisé que Riameh était la passagère qu'il avait transportée. Il a reconnu sa moto sur des publications sur les réseaux sociaux. Il n'avait aucune intention de se cacher, expliquant qu'il avait simplement amené le passager à Guadalupe pour un tarif de 300 pesos. À l'aube du 16 juillet, Carol a emmené Tokmo de Barangay Loc à la résidence de Goboto. Il a même dû demander son chemin aux gens dans la rue. Citation, j'ai seulement découvert hier, jeudi 10 août, qu'un de mes passagers était décédé. Je savais qu'il y avait eu un meurtre, mais je ne savais pas quelle était la passagère. Cette confirmation a corroboré la présence de Riameh chez Gaburto avant sa mort. De plus, la mère de Gaburto a également confirmé la présence de Riameh chez eux. Elle a expliqué qu'elle avait quitté son appartement avant l'arrivée de Riameh car Gaburto avait dit à sa famille de partir car il aurait une invitée féminine. Lorsqu'elle est revenue, 1 heure plus tard pour préparer le petit déjeuner, elle a frappé à la porte à 6 heures du matin et a trouvé Gaburto seul et en sueur lorsqu'il a répondu. Plus tard, ce soir-là à 7 heures, elle a découvert une boîte en carton et a interrogé Gaburto sur son contenu. Il a affirmé qu'elle contenait des vêtements. À 22 heures, Gaburto a demandé à son frère cadet de l'aider à déplacer la boîte, affirmant qu'elle contenait des vêtements. Le 14 août, la police a présenté les preuves récupérées aux proches de Riameh, prouvant que Siméon Gaburto était à l'origine du meurtre. Ces preuves comprenaient la veste noire que portait Gaburto, le casque rouge et la veste blanche portée par son frère cadet lorsqu'il a disposé du corps de Riameh, ainsi que le sac de Gaburto et la chemise qu'il portait lorsqu'il a vendu le téléphone portable de Riameh. Selon une source, le petit frère de Siméon a relaté leur périple. Ils allaient vers Mohon, Siméon portant une boîte en carton qu'il disait contenir des vêtements de santé. Le garçon ne savait pas qu'il participait à l'élimination d'un corps qui a été retrouvé le lendemain matin sur le bord de la route de Mohon. Les preuves ont commencé à s'accumuler. Les images de vidéosurveillance, les déclarations de témoins et les preuves médico-légales pointèrent toutes dans une direction vers Siméon Gabutero. Le commissaire de police Angelito Valassar, chef du poste de police de Labangon, a confirmé que les enregistrements correspondaient à la chronologie et aux actions décrites par le frère de Siméon. La vérité glaçante devenait indéniable. La justice a commencé son travail. Le directeur de la police de la ville de Cebu, le colonel Ereneo Dalogdog, a annoncé que l'affaire de meurtre contre Siméon Gabutero serait traitée une fois que tous les documents nécessaires seraient en ordre. Le père de la victime, Romeo Tacmo, a exprimé sa gratitude envers la police pour leur action rapide dans la résolution du meurtre de sa fille. Pour la famille de Riameh, la douleur était insoutenable. Sa sœur, Roche Tacmo, Paul Bacan et Grace Tacmo, initialement remplies d'incrédulité et de chagrin, ont finalement été convaincus de la culpabilité de Gabatero. Cette conviction est venue après avoir examiné les preuves et entendu l'explication. Leur confiance dans le système a apporté une apparence de clôture, bien que la blessure de la perte ne guérirait jamais vraiment. Ce qui a encore plus scellé le sort de Gabatero, c'était l'affidavit d'un voisin. Le voisin avait vu Siméon le 17 juillet avec plusieurs égratignures de clous sur son bras. Cette observation correspondait parfaitement aux conclusions de l'unité médico-légale de la police nationale des Philippines. Ils ont théorisé que Riameh, dans une lutte désespérée pour sa vie, avait griffé son agresseur, laissant derrière elle des preuves d'acide désoxyribonucléique cruciales sous ses ongles. Tess a confirmé que l'acide désoxyribonucléique correspondait à celui de Gabutero. Le 1er septembre 2023, depuis sa cellule de détention au poste de police de Labangon, Siméon Gabutero a réitéré sa confession, s'adressant directement aux journalistes. Il a dit « J'ai tué Riameh Tokmo, je n'ai pas été forcé de l'admettre ». Une femme connue uniquement sous le pseudonyme de Biancali s'est exprimée sur les réseaux sociaux et dans une émission de radio le 31 août accusant l'ami de Riameh, Jewel Smith, d'être impliqué dans son meurtre. Mais Gabutero a tenu bon, affirmant qu'il n'avait jamais rencontré Smith et que ses allégations étaient en eux sans fondement. Cela a une fois de plus incité le commandant de police Angelito Valassar à s'adresser directement au public.
Il a exhorté toute personne détenant des preuves authentiques à se manifester par les voies appropriées plutôt que de propager des allégations non vérifiées en ligne. L'appel du commandant Valazar était clair. La justice ne peut être rendue que par les processus juridiques appropriés, pas par l'opinion publique. Amen. Pendant ce temps, l'avocat Roufil Bannock, directeur de la station de radio DWI-HP, a offert une récompense de 100 000 pesos pour toute preuve substantielle que Biancali prétendait avoir. Cependant, aucune preuve de ce type n'a émergé, amenant beaucoup à remettre en question la véracité de ses déclarations. L'aveu inébranlable de Gabutera a suscité le scepticisme, certains alléguant qu'il a été contraint de protéger des figures plus influentes. Le major Valazar a réfuté ces allégations, insistant sur la transparence et l'intégrité de l'enquête. Des représentants de la Commission des droits de l'homme étaient présents tout au long, garantissant qu'aucune force n'a été utilisée pendant l'aveu de Gabatero. La machinerie juridique a continué à avancer. Le 18 août 2023, des accusations de meurtre ont été officiellement portées contre Mugero et son frère de 15 ans, qui avaient avoué avoir aidé et disposé de la boîte contenant le corps de Ria May. Malgré l'ignorance du frère cadet sur le contenu de la boîte, sa participation à l'élimination a conduit aux accusations. Le major Valazar a exprimé sa confiance dans la solidité du dossier contre les frères Gavitera. Il a affirmé que même si Siméon tentait de rétracter son aveu, les preuves accablantes recueillies soutiendraient les accusations. Au milieu de cette tempête de spéculation et de discussions sociales, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une jeune femme qui voulait soutenir sa famille et qui avait toute la vie devant elle, qui a perdu la vie. Mais le cas de Rea Metokmo témoigne de la dévotion de l'officier de l'application de la loi, qui malgré de lourdes critiques, des doutes et des controverses, a travaillé sans relâche pour chercher la vérité. Victor se déconnecte.